Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à Télescopie. Ce numéro sera consacré à la délinquance, à la violence et surtout à la police puisque nous recevons un policier ce soir. La Guadeloupe est minée par la violence, ça on le sait depuis un certain temps. C'est une terre de transit du trafic de drogue, là aussi information que vous connaissez. Mais elle est aussi peut-être aujourd'hui une terre de trafic d'armes, selon une note confidentielle interne à la police que la presse vous a présentée tout au long de la semaine. Un trafic que ne reconnaissait pourtant pas, il y a tout juste une semaine, le patron de la sécurité publique en Guadeloupe ainsi que le patron de la gendarmerie, qui réunis autour du préfet de région, présentaient les chiffres totalement inquiétants de la délinquance en 2015. Les syndicats de policiers, depuis, ont redoublé d'ardeur pour dénoncer le manque de moyens et l'insuffisance de leur effectif. Bonsoir, Monsieur Patrice Abdallah. Bonsoir, M. Icard, et bonsoir aux téléspectateurs d'Alizé Guadeloupe. Vous êtes le secrétaire départemental du syndicat, alors je n'écorcherai pas votre sigle, Unité SGP Police, c'est l'une des principales organisations syndicales de la police. Le syndicat majoritaire département, le syndicat majoritaire des policiers en Guadeloupe. Donc, Unité SGP Police FO. Oui, j'ai pas dit FO. Ben ouais, j'ai quand même écorché le sigle. Alors, les Guadeloupéens ne vous connaissent pas beaucoup. On a beaucoup connu M. Vainqueur, auquel vous avez succédé en septembre dernier. Oui, donc suite aux élections, donc M. Vainqueur a été amené à d'autres responsabilités, donc au niveau national. Donc aujourd'hui, il est secrétaire national délégué pour Antilles-Guyane. Et donc, à partir de là, il y a eu des élections et à l'unanimité, j'ai été élu secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police FO. Alors, quand on est policier, qu'on fait du syndicat, on devient secrétaire général d'une organisation syndicale comme la vôtre. Pourquoi? Avec quelle philosophie? La philosophie première, c'est la défense des intérêts des policiers, la défense des droits des policiers. Donc nous ne sommes pas sans savoir que, comme dans tout secteur, des fois il y a des dérives, il y a des choses qui ne sont pas respectées, des règles qui ne sont pas respectées. Et nous, en tant que syndicalistes, nous sommes là justement pour veiller au bon fonctionnement. Alors, quand je pose cette question, c'est pour expliquer aux Guadeloupéens, c'est un peu comme si la police était comme une entreprise comme une autre, quoi. Presque ça. On va dire que la police a ses difficultés également, au même titre que les autres institutions. Et donc, d'où l'intérêt, justement, et l'importance d'avoir un syndicat debout pour défendre nos mandants, enfin, et les policiers et nos mandants. Alors, vous êtes plusieurs, on parle beaucoup de l'UNSA Police, ici en Guadeloupe en tout cas. Est-ce que vous êtes derrière vos organisations, il y a des philosophies particulières? Souvent, on prétend que telle ou telle organisation est plutôt de droite, telle autre de gauche, une autre qu'on connaît bien en France, plutôt d'extrême droite. La vôtre, elle se situe comment? Nous, de toute façon, nous sommes toujours revendiqués apolitiques, puisque... tous se disent apolitiques, a priori. De défendre les intérêts, c'est de rester neutre. Je pense qu'on a plus de poids en restant neutre, parce que si vous savez bien que quand nous avons des idées de droite ou de gauche qui peuvent parvenir, donc nous, si on reste pas neutre, ça peut altérer notre action, nos actions. On en vient à l'actualité, si vous le voulez bien, avec ce trafic d'armes. Alors, ça fait beaucoup parler, ça a interpellé les Guadeloupéens. Alors, il semble que ce soit une note interne à la police. Est-ce que vous en connaissez vraiment l'origine vous-même? C'est une note, oui, comme ça a été dit largement dans les médias, c'est une note interne à la police qui était datée du mois de novembre. Et cette note stipule que effectivement qu'il y a un trafic d'armes avéré dans le département et principalement qui s'opère dans le nord de la Grande Terre. Donc nous, à ce trafic d'armes vient se greffer tous les problèmes de violence que nous connaissons.
Et donc, nous ne sommes pas surpris de ce fait, parce que c'est quand même les policiers qui sont au cœur des problèmes, des difficultés du quotidien. Et c'est quand même eux qui, le plus souvent, quand ils interpellent les individus armés, trouvent des armes qui ne viennent pas du commerce comme ça, du commerce ou bien de cambriolage pour des personnes qui ont des armes stockées à leur domicile, puisque ce ne sont pas des armes qui sont vendues dans le Ça veut dans le dire que des département. policiers ont déjà retrouvé des armes de ce type, du type dont on parle, en Guadeloupe, des Kalachnikov, Oui, des choses comme ça. oui, ça a été retrouvé. Il y a eu des armes, des armes de guerre qui ont été retrouvées. Donc nous l'avions dénoncé. D'ailleurs, nous avons été fustigés par les politiques, hein, les élus, certains élus locaux, et également par le représentant de l'État, les différents directeurs. Et donc, puisque nous, ça nous semblait logique d'une part, logique, enfin, je ne vais pas dire logique, ça nous paraissait évident, plutôt évident, puisque nous sommes une île avec les côtes poreuses et nous restons une plaque tournante. Parce que qui dit côte poreuse, nous savons très bien qu'il y a la drogue qui rentre dans le département. Qui dit drogue dit armes. Et aussi, nous avons aussi l'immigration clandestine qui rentre sur l'île par ces côtes. Alors pourquoi vous précisez que ce trafic, il est plutôt circonscrit au nord de la Grande Terre? C'est ce qui a été déterminé Il y a une explication dans cette note. Peut-être que par là, au niveau du nord de Grande Terre, il y a peut-être encore moins de surveillance à ce niveau-là. Alors, il est question d'armes, mais qui ne sont pas utilisées a priori en Guadeloupe, parce qu'elles ne sont pas... On n'a pas relevé leurs traces dans des faits répertoriés, dans des faits de violence ou de meurtre, comme il y en a eu un certain nombre en Guadeloupe. Alors, elles servent à croire... Qu'est-ce qu'il y a derrière ce trafic d'armes? Mais ça reste à être déterminé. Mais bon, vous dites que ça n'a pas été répertorié, mais quand même, il y a eu quand même que j'ai parlé tout à l'heure de Kalachnikov. Donc peut-être que ça Mais on n'a pas utilisé de Kalachnikov en Guadeloupe pour tuer quelqu'un ou pour tirer sur un fourgon. C'est arrivé que nous puissions trouver, lors de braquage, un fusil à lunettes. Et c'est répertorié nulle part. Je veux dire que c'est pas vendu dans le département. Alors pourquoi votre patron, il y a une semaine, j'ai assisté moi-même à cette réunion en préfecture, déclarait qu'il n'y avait pas de traces avérées de trafic d'armes et de trafic en particulier venant de l'étranger? Le pourquoi, là non plus, nous ne sommes pas surpris. Bon, je dirais que c'est encore un tissu de mensonges, puisque au même titre qu'on entend, on dit quand on voit dans les médias, qu'on entend dans les médias et quand on voit sur les journaux que nous sommes en nombre, en effectif, en nombre suffisant. On va y venir sur votre question de l'effectif. Je veux dire que c'est ni plus ni moins un déni de la réalité. Alors, c'est pour ne pas affoler les Guadeloupéens. Alors, je précise que vous avez sorti un tract depuis l'intervention du préfet la semaine dernière, un tract très dur puisque vous l'êtes traité de menteur, en gros. C'est sûr, donc nous prenons nos responsabilités, parce que comment on peut dire aujourd'hui que l'effectif de police est suffisant et adapté au territoire, quand nous savons que nous avons souvent, ça arrive que nous ne puissions pas répondre aux appels des citoyens, parce qu'il n'y a pas suffisamment de policiers. Alors, sur la question des effectifs, on va y venir. Je poursuis encore deux petites questions sur le trafic d'armes. L'état d'urgence, vous n'étiez pas contre? Justement, nous l'avions réclamé. Vous l'aviez réclamé. Est-ce qu'un tel trafic d'armes vous laisse penser que des actes terroristes peuvent être commis en Guadeloupe? Est-ce que quand vous entendez parler de ce trafic d'armes, est-ce que ça, avec de telles armes, comme vous venez de le dire, fusil à lunettes, Kalachnikov, est-ce que ça veut dire que des actes terroristes peuvent être commis en Guadeloupe? On ne peut pas établir un lien, pour l'instant, on ne peut pas vraiment établir un lien, mais il faut savoir que, comme nous l'avions dit, c'est pour ça que nous avions réclamé cet état d'urgence,
que nous ne sommes pas à l'abri d'actes de terrorisme. D'autant que nous avions, il avait été identifié qu'il y avait des individus radicalisés sur le département. Alors, vous n'étiez pas contre, mais c'était une question plus d'égalité de traitement entre voilà, parce que nous sommes un territoire français, voilà. Et au même titre que la métropole, que le territoire métropolitain, nous avions également droit à cette mesure d'état d'urgence. Mais il n'y avait pas de menace particulière qui justifiait. Des menaces avérées, non, mais comme je dis, on ne peut pas non plus rester dans l'attente et ne pas anticiper et puis se préparer justement à d'éventuels actes terroristes. Alors, vous l'avez évoqué succinctement il y a un instant. Le trafic de drogue, à votre avis, continue à être une plaie en Guadeloupe? On est une terre de transit. Ça continue. Nous avons nos services, justement, qui luttent contre ce trafic d'ordre qui sont sur le pont. Parce que depuis quelque temps, il y a beaucoup d'interpellations qui sont faites, de découvertes de drogue, et ce, en grande quantité. Et qui viennent d'où? Encore de Colombie. On veut dire que nous sommes une île, nous sommes entourés de la Caraïbe, enfin nous sommes dans la Caraïbe, nous sommes entourés d'îles anglophones, et nous savons très bien que à ces endroits-là, il y a beaucoup que la drogue circule énormément. Est-ce que là, il y a suffisamment de force pour lutter contre ce... Alors, le service dont vous parlez, c'est... Alors, j'arrive jamais à dire ce nom, c'est l'OCRTIS, voilà. Oui. Est-ce qu'il est suffisamment doté, équipé en hommes et en moyens pour lutter? Vu l'ampleur du phénomène, nous dirons qu'un apport en supplément d'effectifs ne serait pas de trop. Parce que c'est vrai que, bon, vous avez évoqué l'OCRTIS qui gère vraiment les gros trafics de drogue, mais nous avons aussi, au sein de la sûreté départementale, la brigade des stupéfiants qui fait un travail considérable et qui, justement, souffre sur le territoire même. Qui souffre du manque d'effectifs. Parce que c'est un travail minutieux, le travail pour justement pister les trafiquants, tout ça, c'est un travail très minutieux et qui demande une attention particulière et des effectifs conséquents pour pouvoir être plus efficace. D'accord. Alors, on va venir aux chiffres de la délinquance en 2015. Je l'ai dit, le préfet, la semaine dernière, vendredi dernier, a présenté les statistiques de l'année 2015. On va vous montrer un tableau. Ils sont assez inquiétants, je dois le dire. D'abord, leur évolution. Alors, ce qu'on appelle les atteintes à l'intégrité physique, plus 6,07%. C'est-à-dire quand on agresse quelqu'un, atteinte au bien, donc essentiellement vol, plus 2,25%. On sait qu'il y a eu 39 homicides, vous confirmez ceci? 2015 En 2015 45 homicides. Alors, 39 en Guadeloupe continentale, entre guillemets, plus les 6 des îles du Nord, ce qui fait 45. Voilà. Tentative d'homicide, 40 en Guadeloupe et 13 dans les îles du Nord. Mais quand on dit îles du Nord, en fait, c'est essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, Saint-Martin. Il n'y en a pas à Saint-Barthélemy. Et puis, il y a cette explosion des vols à main armée. Et quand on dit main armée, c'est arme à feu, plus 31,3%. Et à l'arme blanche, plus 28%. Donc, comment précis, vous interrompre, il y a eu 380 vols à main armée en 2015. Pour vous, c'est énorme, c'est énorme. Ça évoque quand même qu'il y a un malaise profond et que, bien qu'on peut dire que la violence en elle-même, c'est un problème sociétal. C'est vrai que un apport en effectif, un apport en moyens, ça ne réglerait pas tout. Néanmoins, comme je dis, il faut comprendre que la sécurité est un moteur à 4 temps. Donc il y a le rôle préventif du policier, dissuasif, le rôle répressif et le rôle préventif de la récidive. Donc pourquoi j'évoque cela? Parce qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, le policier ne peut ni accomplir son rôle préventif, ni accomplir son rôle dissuasif. Il est dans la réactivité. C'est-à-dire que quand il peut, s'il y a un problème
avéré, un problème quelque part, donc il va aller sur le problème, mais il n'aura pas son rôle préventif, son rôle dissuasif, du côté visuel, pour voir qu'il y a de la police dans le secteur, dans les secteurs, pour pouvoir justement dissuader. Alors qu'on se comprenne bien, quand vous parlez de rôle préventif, est-ce que vous êtes dans la philosophie, on fait de la politique, là, de la police de proximité, voulue par la gauche, et ensuite dénoncée par Nicolas Sarkozy durant son mandat présidentiel, qui disait que les policiers n'étaient pas là pour emmener les jeunes primo-délinquants à faire du football, etc. C'est Non, le rôle préventif, c'est quoi? Le rôle préventif, c'est marquer de votre présence certains territoires. Voilà, dissuasif et préventif, de marquer de la présence sur notre territoire. Le fait de voir régulièrement des véhicules de police, eh ben voilà, donc quelqu'un qui serait prêt à commettre un fait, il sait qu'à tel endroit, les policiers passent régulièrement, ben, il s'aviserait à plusieurs reprises avant de commettre ces méfaits. Mais donc vous n'êtes pas dans la philosophie de la police de proximité telle qu'on l'a connue il y a encore quelques années. Disons que la philosophie, sans faire de politique, c'était une... disons que les commerçants, en tout cas, étaient contents de cette... puisque nous avions à l'époque les îlotiers qui qui prenaient contact avec les commerçants, qui demandaient si tout allait bien. Donc voilà, ils étaient omniprésents dans des secteurs bien déterminés. Et ça permettait justement d'éviter que les commerçants puissent se faire braquer. Et puis il y avait un sentiment de sécurité aussi qui régnait au sein auprès des commerçants. Est-ce qu'il y a des quartiers où vous n'allez pas aujourd'hui? Alors, jadis, évidemment, on citait d'abord Boissard. Est-ce qu'il y a des quartiers, on a vu par exemple à travers les chiffres 2015 qu'il y a des communes maintenant qui sont où la délinquance a explosé. Je pense à Sainte-Rose, à Sainte-Anne. Est-ce que vous avez des quartiers répertoriés comme des quartiers à risque? Je rappelle quand même que la police travaille sur les circonscriptions de Pointe-à-Pitre, Abingosier, Capesterre et Basse-Terre. Donc, vous voulez me dire que vous n'êtes pas concerné par Sainte-Anne et Sainte-Rose. Voilà. Mais 80% des faits de violence se situent sur ces circonscriptions. Ça ne veut pas dire que les policiers ne travaillent pas. Les policiers sont professionnels. Et justement, grâce à leur professionnalisme, ça évite certaines dérives. Et dans l'état actuel des choses, quand les policiers interviennent, il faut dire qu'ils prennent beaucoup plus de précautions. Parce que nous, on nous a appris à l'école de police que quand on intervient, il y avait quand même un nombre suffisant pour pouvoir intervenir déjà en toute sécurité. Et aujourd'hui, donc, on reste beaucoup plus prudent parce que c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Donc, dire que les policiers ne rentrent pas dans certains quartiers, ils vont peut-être le faire quand ils savent qu'ils sont... c'est-à-dire que quand vous entrez à Boissard, il faut que vous soyez blindé, entre guillemets. On sait que il y a du monde qu'il y a du monde en conséquence et qu'on pourrait rentrer tranquillement dans ces secteurs. Au quotidien, quels sont les actes auxquels vous êtes confrontés Les actes auxquels nous sommes confrontés. Donc, en l'état actuel des choses, nous sommes confrontés à... il y a quelque chose qui est très, très, très grave et qu'il faut vraiment régler ce problème. C'est que de plus en plus, il y a une certaine agressivité envers les policiers, ce que nous ne connaissions pas avant. C'est-à-dire que les policiers étaient beaucoup plus respectés. Justement, vous avez parlé de rentrer dans des secteurs, donc il n'y avait pas d'inquiétude à ce niveau-là. Et aujourd'hui, on se rend compte que le policier ne fait plus peur. Et la notion d'autorité, de manière générale, est bafouée. Donc, c'est sûr, le policier, lui, il a un rôle d'autorité. Et ça c'est un réel problème. Donc, ça entraîne souvent des outrages, des rébellions.
Et donc, ça fait que le policier aujourd'hui travaille dans des conditions d'insécurité Quotidienne. quotidienne. Alors, vous avez parlé de ce à quoi vous êtes confronté, c'est une certaine attitude réellement. Mais les faits, est-ce que vous heurtez à des gens qui sont de plus en plus armés ou pas? Parce que tous les jours, le Guadeloupéen, il entend soit un coup de fusil, soit une agression à l'arme blanche. C'est une réalité, j'irai même plus loin, parce que dans l'état actuel des choses depuis 2016, on compte en moyenne 2 braquages par jour. Donc ça veut dire quand même qu'il y a le fléau d'armes qui est présent. Ça veut dire que donc, quand on interpelle souvent les individus, quand il y a des contrôles, souvent il se trouve que ces individus sont armés. Alors, votre patron a annoncé, le préfet en particulier a annoncé que ce sera une priorité en 2016. Vous y croyez, ça? La lutte contre l'insécurité, priorité du préfet. Votre patron a annoncé qu'il y aura des contrats locaux de sécurité signés dans toutes les communes avec toutes les communes de Guadeloupe. Je veux vous dire quelque chose. Il y a quelques années, justement, nous étions confrontés, il n'y a pas si longtemps, confrontés à ce problème d'armes. Et nous avions eu des mesures, justement, qui sont similaires à celles qui ont été évoquées il n'y a pas longtemps par monsieur le préfet, avec quelques variantes. Et elles ont prouvé leur inefficacité, puisque justement... Alors concrètement, c'est-à-dire quoi comme mesure? C'est-à-dire l'opération pour ramener les armes. Donc c'est sûr que c'est toujours le bon citoyen qui va ramener son arme. Mais celui qui a récupéré une arme de manière illicite, il ne va pas ramener son arme. Alors, on rappelle qu'il y a plus de 5000 personnes qui possèdent légalement une arme en Guadeloupe et qu'il y en a à peu près 7000 qui sont répertoriés légalement là aussi. Il y en a combien en circulation illégalement? Des chiffres, je ne les ai pas, mais je sais qu'il y en a, qu'il y en a quand même pas mal qui sont en circulation, puisque bon, quand on prend en compte les données du rapport qui a été mis en avant. Il y a beaucoup des chiffres, je ne les ai pas. Les chiffres, il y a beaucoup d'armes en circulation qui ne sont pas répertoriées. Alors, dans l'actualité, il y a quelque chose qui nous a un peu surpris lorsqu'on a annoncé le départ de cette brigade de renfort de gendarmerie qui était censée renforcer sur un secteur qui vous concerne, dans l'agglomération. Les syndicats de police ont dénoncé ce départ et vous étiez censé être au courant. Vous saviez qu'ils étaient là pour 3 mois? Oui, mais nous n'avons pas cessé de le dénoncer. Et c'est une mesure qui a été remise sur le tapis, puisqu'il faut se rappeler qu'en 2013, lorsqu'il y avait eu aussi une vague d'homicides dans le département, nous avions eu 75 gendarmes mobiles qui étaient venus. Et puis, bon, qui disent gendarmes mobiles, c'est une évidence, les gendarmes mobiles sont amenés à repartir. Donc, bon, là encore, moi je qualifierais ça de la poudre aux yeux, de mascarade, puisque ces gendarmes sont arrivés, si vous vous rappelez, à la veille des élections municipales. Les derniers qui sont arrivés, qui sont partis en fin janvier, ils étaient arrivés à la veille des élections. Vous faites une relation entre l'arrivée des gendarmes régionales, donc on fait naître un sentiment de sécurité. C'est à ce moment-là qu'on montre à la population qu'on s'intéresse à leur sécurité. Mais comme on l'a dit, on l'a répété justement avant l'arrivée de ces gendarmes, ce ne sont que des mesures pérennes qui pourront faire trouver une solution à ce problème de violence. Et ces mesures pérennes, c'est ni plus ni moins des mutations de fonctionnaires qui sont dans l'Hexagone, parce qu'il y en a beaucoup qui demandent à rentrer. Alors ça, c'est un aspect particulier que vous réclamez depuis des années. Oui. Vous êtes favorable à ce que des Guadeloupéens, des policiers guadeloupéens qui sont en France métropolitaine, reviennent en Guadeloupe, soit qu'on leur facilite leur mutation. Oui, non, mais je crois qu'il y a un député notamment qui s'est exprimé récemment là-dessus, pour ne pas le nommer, Harry Chalus, aujourd'hui président de région. Oui, mais ça a été fait, et puis ça
nous aussi, on l'avait demandé depuis très, très longtemps. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a des mesures qui ont été faites. Il y a une loi qui a été votée pour faciliter euh, la mutation de ces fonctionnaires, quel que soit le département. Il n'y a pas qu'en Guadeloupe qu'on ait ce problème. Néanmoins, ça reste un écrit, puisque quand on dit qu'il n'y a pas besoin d'effectifs, c'est vrai qu'il y a cette loi, mais derrière, on dit que bon, c'est fermé, c'est bloqué, on peut pas venir, on peut pas être muté dans le département. Donc le problème reste le même. Alors, vous évoquez évidemment très souvent le manque d'effectifs des policiers. Est-ce que vous l'avez chiffré, ce manque d'effectifs de policiers? Le patron de la sécurité publique disait, allez, grosso modo, vous travaillez un peu plus. Hein, vous avez plus d'affaires en moyenne par policier qu'un policier dans l'Hexagone. Mais est-ce que on vous entend très souvent réclamer des moyens supplémentaires, mais quelle quantité? C'est une réalité. Bon, en quantité, qu'est-ce qu'on peut dire il faudrait 200 policiers minimum pour les départements. 200, ça veut dire que vous êtes aujourd'hui 500, mais quand on compte, 520, c'est vrai ça veut dire que c'est une augmentation de 50 près de 50%. Quand on annonce ces chiffres, justement, j'attendais cette question. Quand on annonce les 520 policiers, ils ne sont pas en permanence tous sur le terrain. Dans les 520 policiers, vous avez aussi les adjoints de sécurité. Les adjoints de sécurité qui ne peuvent intervenir sans les policiers titulaires. Donc, il y a aussi, les policiers ont le droit d'avoir du repos. Et il y a aussi un roulement. C'est-à-dire que dans le roulement, donc, il y a des policiers qui travaillent sur une plage horaire, il y a d'autres qui travaillent sur une autre plage horaire. Et je n'ai même pas mentionné les policiers qui sont enquêteurs, qui sont dans les bureaux à mener leur enquête. Donc on inclut ces 520, enfin ils sont inclus dans ces 520 policiers. Donc c'est important de détailler ces 520. Alors, donc vous savez à peu près combien sont sur le terrain concrètement. Allez, sur le terrain, on va dire 20% de cadres. Il y a combien de policiers sur le terrain? Sur le terrain, on peut évaluer à 200 policiers. Sur les circonscriptions, mais je veux dire qu'il faut prendre en compte les roulements. Les roulements, évidemment. Voilà. Et vous demandez 200 policiers d'un coup. Je vais vous dire pourquoi. Nous avions une CDI. La CDI, la compagnie départementale d'intervention, qui a pour vocation le maintien de l'ordre et la sécurisation. Aujourd'hui, cette compagnie d'intervention se trouve à 38 fonctionnaires. Donc, avec justement, comme vous avez dit tout à l'heure, avec beaucoup plus de missions. Donc, quand je dis beaucoup plus de missions, donc là, nous sommes en plan Vigipirate. Donc, ces policiers de la CDI, enfin, au même titre que les autres, sont des fois pris sur les lieux de culte. Donc, quand ils sont là, donc c'est les circonscriptions, c'est les communes comme les Abîmes et le Gosier qui n'ont pas de policiers qui patrouillent sur ces communes. C'est ça. La réalité, elle est là. Nous avions un commissariat de Basse-Terre qui, des fois, ferme ses portes. Parce que il y a des policiers qui sont sur la voie publique et qui, peut-être, sont sur une intervention assez délicate. Et donc, ceux qui sont au poste, qui ont vocation à surveiller le commissariat, voilà, obligé de fermer le poste. Alors, vous avez dans votre fameux tract que j'ai évoqué tout à l'heure été un peu alarmiste. Vous avez annoncé même la fermeture à Capesterre, si je ne m'abuse. J'ai dit qu'ils étaient prêts à mettre les clés sous la porte. Alors, ça veut dire que quelle est la situation là, aujourd'hui, depuis 2011, il y a eu une diminution conséquente d'effectifs. On peut dire une centaine. Donc, on a connu, ça a été les frasques de la révision générale des politiques publiques, en sachant qu'auparavant, on souffrait déjà de problèmes d'effectifs. Nous avons déjà notre RGPP bien avant. Et donc, ça a continué, ça continue encore. Donc, ça veut dire que tous les départs en retraite n'ont pas été remplacés. Voilà.
Ils n'ont pas été remplacés. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des commissariats de Basse-Terre et de Capesterre qui, des fois, sont obligés de fermer leurs portes le soir pour se sécuriser eux. Et parce qu'ils ne peuvent pas recevoir le public. Parce que quand on n'est pas en nombre suffisant dans un poste de police, on ne peut pas recevoir du public. On ne sait pas qui va rentrer dans le commissariat. Donc pendant ce temps-là, il y a peut-être 2 ou 3 fonctionnaires qui sont à l'extérieur en train de patrouiller sur ces communes. De plus, ce que nous trouvons aberrant. Vous avez un chef-lieu de Basse-Terre qui a des édifices publics. Des édifices publics qui ne sont pas protégés par les policiers. Et on ne trouve ça nulle part ailleurs. C'est-à-dire que dans les chefs-lieux, il y a un effort qui est fait où vous avez des policiers qui sont là en conséquence. Et vous pensez même à la préfecture, parce qu'on peut y entrer apparemment. C'est ces sites. C'est pour surveiller ces sites. Donc, c'est pour ça que nous, quand vous dites qu'on est alarmiste, non, on n'est pas alarmiste, on est réaliste. On touche du doigt le problème. Au quotidien, c'est ce que nous vivons. Donc, il faut prendre en compte ces doléances parce qu'elles ne sont pas farfelues. C'est vraiment une réalité qu'aujourd'hui, nous souffrons de problèmes d'effectifs conséquents. Alors, vous dites 200 policiers supplémentaires. Il leur faudra des moyens parce que manifestement, vous souffrez de manque de moyens également. Et il y a un sujet qui a été évoqué durant la campagne électorale, c'est que c'est la région qui a dû vous offrir la région sous Victorien Lurel, vous offrir des voitures, semble-t-il. Vous en êtes à ce point-là? Oui, il a fallu, c'est-à-dire que c'était issu de congrès. Là encore, nous avons eu ce congrès où des résolutions avaient été signées, avaient été prises. C'est vrai qu'une partie de ces résolutions ont été honorées. Et donc, c'est justement celle où la région a pu donner des véhicules à la police. Et par contre, il reste encore... Mais quand on en est arrivé à ce stade-là, quand même, c'est pas le rôle de la région. Quand on en est arrivé à ce stade-là, qu'est-ce que vous, organisation syndicale, avez d'abord pensé, et puis est-ce que vous n'avez pas encore tensé un peu plus vos responsables Bien sûr, parce qu'on remarque quand même qu'il y a eu un recul, parce que la sécurité, c'est une charge régalienne. Absolument. Donc, on constate quand même qu'il y a un recul, parce que pour en arriver là, c'est qu'il y a un recul de l'État face à cette charge régalienne, mais on ne peut pas rester non plus dans cette situation-là. Ça veut dire que la manne de la région est quand même bien arrivée. Ça s'est fait dans l'Hexagone, en l'occurrence à Nice. Donc, on considère qu'on ne peut pas rester dans une telle situation et il a fallu trouver des solutions et prendre des dispositions. Autre point, lorsque on parle aujourd'hui de contrat de coordination entre la police et les polices municipales, vous êtes pour cette formule-là? Ça marche à Bémao, semble-t-il, Dixit, votre... De toute façon, comme nous l'avons dit, comme nous le disons souvent, ce contrat de coordination, oui, puisque de toute façon, nous avons tous nos prérogatives. Donc, à partir du moment que les prérogatives des uns ne s'empiètent pas... Vous n'êtes pas gêné par un risque d'empiètement? Non, de toute façon, nous sommes tous régis par un règlement. C'est-à-dire que nous avons le droit de faire certaines choses, les policiers municipaux ont le droit de faire certaines choses. Donc, en complémentarité, on peut travailler ensemble, ça ne pose pas de problème. Néanmoins, il faut que les choses puissent être... il ne faut pas qu'on tombons dans des extras, comme je vais prendre l'exemple. Basse-Terre, qu'on citait tout à l'heure, le commissariat de Basse-Terre, des fois, ils font appel à la police municipale pour certaines missions. Donc, il y a une certaine coordination. Mais comme je dis, il ne faut pas que ça... Alors, si vous citez cet exemple-là, c'est qu'il est à la limite, c'est ça? Oui, c'est à la limite. Mais de toute façon, si c'est une mission qui est dévolue à la police nationale,
le policier municipal, s'il agit, il agira Illégalement. Voilà, tout simplement. Donc à partir du moment que tout le monde reste dans ses prérogatives, ben voilà, de toute façon, les mesures que nous devons prendre, c'est-à-dire que c'est sûr que nous ne pouvons pas être isolés face à un tel phénomène. C'est-à-dire que, comme nous l'avons déjà dit antérieurement, il faut que tout le monde y mette du sien. Il faut que tous les acteurs sociaux puissent se mettre à pied d'œuvre pour trouver des solutions. Donc, comme je dis, si l'apport, la coordination police municipale, police nationale fonctionne, peut amener un peu de fraîcheur, on va dire, un peu d'assurance par rapport à ce fléau de violence qui mine notre département, eh bien, pourquoi pas? Un mot sur la communication. Depuis quelques années, on vous voit beaucoup, les organisations syndicales en particulier, communiquer à travers les réseaux sociaux. La gendarmerie le fait de façon systématique et il semble que cela porte des fruits, d'après le patron de la gendarmerie. Il y a une recrudescence des signalements, par exemple, pour des faits commis en zone gendarmerie. Est-ce que c'est une forme de modernisation? Est-ce que c'est une forme de modernisation? Bon, c'est sûr que signaler des faits, par exemple, de toute façon, même sans passer par le biais de police ou gendarmerie. Bon, par exemple, vous êtes victime de vol de votre véhicule, ben, tout simplement, vous le faites savoir parmi vos contacts que voilà, votre véhicule a été volé à tel endroit et vous donnez le signalement du véhicule. Bon, c'est sûr que ça facilite les choses. Ça facilite les choses. On va voir un sujet réalisé par Éric Pommier pour notre rédaction. C'est là aussi une certaine opération de communication. C'est la destruction des fameux cabrites. C'est un fléau en Guadeloupe. Ce sont ces véhicules à deux roues, très souvent modifiés. Reportage. Voilà ce qu'il advient de ces engins motorisés, 31 au total ce matin, spécifiquement des deux roues appelés cabris, dits des véhicules non conformes au code routier. Nous faisons passer un expert qui permet d'identifier la conformité ou pas aux normes françaises et européennes qui permettent à un engin roulant de circuler sur la voie publique. Nous sommes à Joula au Lamentin, à la société AER, Anti-Environnement Recyclage. Ici, on procède entre autres ce matin à la destruction de ces machines sous autorité du préfet et de la DEAL. Le principe est de lutter contre l'insécurité routière, dans le collimateur bien sûr, les deux roues. En ne respectant pas les codes de la route et les normes, les usagers se mettent en insécurité et la destruction des cabris, donc des scooters non conformes à la réglementation, permet de sauver des vies. Tout commence par la phase des ossements. Toutes les parties du cyclomoteur nuisibles à l'environnement sont enlevées, huile, pneus, essence. La machine, une fois dépouillée de tous ses organes, est ramassée puis broyée, rendue donc inutilisable et surtout hors d'usage pour une quelconque utilisation. Lutter contre toute forme d'insécurité routière passe par ce type d'opération. Il convient, selon le capitaine d'escadron départemental sécurité routière, de poursuivre avec détermination les actions engagées pour rendre plus sûres les routes. En fait, ce type d'opération, c'est le stade final de la constatation de certaines infractions. Ça part souvent d'une infraction au code de la route et souvent liée à l'état du véhicule. Un cabri, comme on peut voir ici, mais pas seulement, à partir du moment où il n'a plus ses organes de sécurité, où il n'a plus à être sur la route, il est dangereux. En 2015, 36% des tués en deux roues motorisées ont enfreint le code de la route, soit en ne portant pas de casque, soit en circulant au-delà des vitesses autorisées, très souvent sur des engins non conformes à la réglementation routière. Alors ça, c'est une opération communication. Est-ce que c'est un fléau auquel vous avez des difficultés à répondre? Est-ce que vous êtes équipé pour lutter contre ce phénomène-là? Pour déjà lutter contre ce phénomène, il faut qu'on soit présent sur la voie publique. C'est clair que la mesure, on peut dire que c'est une bonne mesure, puisque c'est vrai que les cabris, on a connu quand même pas mal d'accidents avec ces cabris, le plus souvent qui ne sont pas en règle, n'est pas assuré, ou le conducteur
n'est pas titulaire du permis de conduire pour les grosses cylindrées, enfin pour faire au-delà, parce qu'il y a quand même des cabris qui sont au-delà de 125 cm3. Et c'est vrai que ça posait un gros problème. Mais néanmoins, comme je dis, pour arriver vraiment à aller au bout de ces mesures, il faut du monde, il faut des policiers. Et vous n'avez pas, dans les effectifs tout à l'heure, vous n'avez pas évoqué la police de la route, vous n'avez pas évoqué les différents services. Les différents services, ça. Les différents services que nous avons, ce qui nous reste, c'est équiper une police secours qui intervient au quotidien sur les appels, hein, quand ils le peuvent. Nous avons divers services spécialisés, comme la BAC, la brigade de surveillance du territoire. Donc ce sont plus ces services qui sont à même de lutter contre ce fléau, ce phénomène de cabri. Et ces services ne sont pas en nombre suffisant pour être vraiment efficaces pour lutter contre ce phénomène. Alors, donc, les effectifs, ça reste, encore une fois, quel que soit le domaine qu'on peut évoquer avec vous. Oui, non, mais c'est un problème. Il faut le prendre en compte. Il faut le prendre en compte parce qu'il est réel. Et comme je dis, nous sommes au cœur des difficultés. Le policier qui est sur le terrain, c'est lui qui est au cœur des difficultés. Donc, quand il évoque ce problème-là, c'est pas du tout farfelu. Ce n'est pas une demande anodine. Elle est justifiée, puisque aussi parce que nous faisons un métier que nous aimons, et peut naître une frustration quand on sait que des personnes appellent au secours et que nous ne puissions pas venir en aide à ces personnes. Alors, quand vous disiez ça tout à l'heure, c'est un fait, il y a des appels auxquels vous ne pouvez pas répondre. Ça arrive régulièrement. Il y a des gens qui appellent la police et on leur dit que pour l'instant, on ne peut pas leur venir en aide parce qu'on n'a pas de véhicule. Mais moi, je dis que c'est grave. Ah ben oui, enfin, oui, mais c'est très grave, mais c'est une réalité. Et s'il y a des téléspectateurs qui m'écoutent ce soir et qui ont peut-être vécu ce problème-là, parce que c'est un problème récurrent. Alors, on dit même que vous êtes aussi dans l'illégalité, vous roulez avec des pneus lisses, des choses comme ça, parce que vous n'avez pas les moyens de les changer. Ça précise de la responsabilité du policier qui prend en compte le véhicule, parce que normalement un véhicule qui n'est pas en règle ne sort pas. Voilà, il est immobilisé tout simplement. Alors il y a quelques années, les policiers, les organisations syndicales de policiers réclamaient plus de, allez, il faut être précis dans ce sujet-là, de policiers qui ont une psychologie plus adaptée au public guadeloupéen, pour ne pas dire des Antillais, etc. Est-ce que vous n'êtes plus dans ce type de revendication-là? Vous dites qu'il faut qu'il y ait une certaine psychologie, une certaine connaissance du terrain, de la psychologie locale pour pouvoir... non, mais c'est important. De toute façon, il faut quand même qu'il y ait une majorité. Ça exclut les gens, ça veut dire que vous voulez moins de métropole, c'est ça? Non, c'est pas une forme d'exclusion, c'est une réalité, parce que je veux dire qu'on peut comprendre certaines réactions. On peut comprendre certaines réactions quand, par exemple, c'est arrivé. Alors, bien sûr, il y a la question de la langue, la personne qui parle créole. Il y a la langue, et c'est arrivé aussi que sur certaines interventions, même dans des enquêtes, soit le témoin ou la victime viendrait plus facilement vers un compatriote. Mais c'est pas une forme d'exclusion, c'est une réalité. C'est une réalité. Après, ça ne veut pas dire que nous ne devons pas travailler avec les collègues. Avec vos collègues d'origine diverses et variées. Un tout dernier mot, où vous en êtes dans votre discussion avec vos hiérarchies et jusqu'au ministère, puisque ça fait un moment que vous réclamez des moyens qui n'arrivent pas. Vous en êtes où? Nous faisons souvent l'écho de ce qui se passe en Guadeloupe, et au regard de ce que nous entendons, surtout
par rapport à ce que nous entendons récemment, hein, quand on dit qu'il y a suffisamment d'effectifs, qu'il n'y a pas d'armes, nous, on ne se pose pas la question, puisque quand on va en audience à la direction centrale, il est souvent dit que notre hiérarchie locale ne réclame pas d'effectifs. Donc nous disons non, et puis nous détaillons justement les difficultés que nous rencontrons. On nous dit que oui, mais vous venez, vous me le dites. Néanmoins, au niveau de votre direction, ce n'est pas le cas. On ne nous dit pas que vous avez ce problème d'effectif. Donc c'est votre hiérarchie, mais vous avez frappé à la porte des députés, des sénateurs et du ministère, carrément. Disons qu'on a la direction centrale, donc par le biais de notre bureau national, nous allons les voir et pour leur faire état de la situation réelle que nous vivons au quotidien. Est-ce que la situation de la délinquance en Guadeloupe est particulièrement grave et inquiétante selon vous? Elle est grave et inquiétante. Et c'est une situation, puisque nous avons été en 2015 au hit parade nationale. Nous avons dépassé tous les records. Tous les records. Quel que soit le fait de violence, nous avons dépassé tous les records. Et on est surpris que ça ne puisse pas inquiéter plus que ça. Soit certains députés, comme je dis, que quand on avait dénoncé certaines choses à une certaine époque, nous étions fait fustiger par les élus locaux. Là, ça mérite une petite analyse, parce que dans cette fameuse réunion préfectorale, si je peux l'appeler ainsi, il était question qu'en Guadeloupe, il y a surtout une violence de proximité, intrafamiliale. On ne parlait pas de véritables gangs, de bandes armées, etc. Mais un tiers des faits, c'est quand même des règlements de compte. Un tiers des faits, c'est quand même des règlements de compte. Et on connaît ça nulle part ailleurs. Et pour revenir aux politiques, quand vous entendez qu'il y a un fait, quel que soit dans la région de l'Hexagone, vous voyez qu'il y a un député qui monte sur les ondes, qui tape du poing sur la table pour dénoncer ce fait. Et voilà. Ici, quand il se passe quelque chose, ça n'a pas du tout le même écho dans l'Hexagone. Donc, il faut le dire, il y a une inégalité de traitement par rapport aux difficultés. Mais là, vous mettez en cause les politiques, les élus locaux. Ils ne réagissent pas suffisamment. Ils ne réagissent pas suffisamment. Et puis, comme je dis tout à l'heure, quand on dénonce des faits réels, on a eu à dénoncer des faits réels où nous nous sommes fait fustiger. Alors qu'aujourd'hui, les faits, tout ce qui sort aujourd'hui, nous donne raison. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas très longtemps, nous avons fait un appel justement à une table ronde pour que tous les acteurs sociaux de cette société guadeloupéenne puissent se mettre autour d'une table et trouver des solutions concrètes pour endiguer ces fléaux de violence. Vous êtes prêts à ça aujourd'hui, à réunir les politiques, les acteurs sociaux et politiques? Nous le demandons. Nous le demandons justement parce qu'on sait qu'il en sortira forcément quelque chose de positif. Si tout le monde y met de la bonne volonté, pas forcément sortir du... Voilà, parce que c'est pas seulement lié, comme je le disais tout à l'heure, au manque de policiers. Nous avons des jeunes qui sont dans la rue, nous avons le problème de drogue, nous avons l'échec scolaire, nous avons le chômage, nous avons tout un tas de facteurs qui peuvent engendrer justement cette dérive de notre jeunesse. Donc, tout le monde est concerné. L'éducation nationale, il y a aussi, je n'ai pas parlé de la justice. La justice aussi devrait être au cœur de ce problème. Alors, vous faites bien en parler. Est-ce que la justice, à votre avis, marche de concert avec la police? On sait qu'au niveau hexagonal, il y a eu quelquefois des heurts, police-justice. Et est-ce que vous n'avez pas parlé non plus de la prison de Desmarais ou de la maison d'arrêt de Basse-Terre? Vous rencontrez souvent sur le terrain de jeunes délinquants que vous avez arrêtés peu de temps avant. Mais justement, c'est pour ça que je dis que la politique de la justice n'est pas adaptée. Parce que j'ai parlé tout à l'heure dans les le moteur à 4 temps, quand j'ai dit de la prévention de la récidive. Quand on a justement la récidive, le plus souvent, les récidivistes, ce sont des personnes qui ont déjà commis des faits. Et même des fois,
quand nous avons des individus porteurs de bracelets, on les retrouve sur la route en train de commettre des faits. Ils se retrouvent chez nous en garde à vue. Donc c'est pas du tout adapté. Vous imaginez un peu la difficulté du métier de policier, puisque si chaque semaine vous faites un travail au quotidien, et chaque semaine vous rencontrez les mêmes individus. Vous êtes de ceux qui dénonçaient un peu la politique de Christiane Taubira, complètement. Ben, nous avions manifesté devant le tribunal de Pointe-à-Pitre. Elle est partie, vous êtes réjoui de son départ. Pour dire réjoui, c'est-à-dire que c'est vrai que la politique de Mme Taubira, elle a pas arrangé le travail du policier. C'est-à-dire que la réforme pénale n'a pas été en notre faveur. Et puis on s'est même dit que on entend parler de beaucoup de choses, on entend parler de beaucoup de réformes, de choses pour protéger les délinquants, mais les victimes et les policiers ont fait quoi? Vous exagérez un peu en parlant de protéger les délinquants. Le terme est peut-être pas approprié. Protéger, il faut le traiter comme un être humain appelé à se réinsérer. De là à parler de protéger les délinquants. De trouver des mesures pour faciliter la tâche. Et nous, policiers qui sommes toujours au feu et qui risquons notre vie tout le temps, quelles mesures qu'on nous propose, justement? Alors ça, c'est votre ministre de l'Intérieur. Mais le temps qui nous était imparti est largement dépassé. Merci Patrice Abdallah d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le tout nouveau secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police FO. Je n'ai pas écorché votre sigle. Merci, d'avoir été l'invité d'Alizé. Dans un instant, c'est vendredi, donc au programme. Vendredi, tout est permis. Je vous retrouve demain 12h30 pour notre première session d'information. Merci. Excellente soirée sur Alizé.